Elle n'avait rien mangé depuis 3 jours. Élise Moreau se tenait derrière le comptoir du relais de la Nationale. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle essuyait, pour la 4e fois, la même portion de comptoir. La faim rendait tout lointain, comme si elle regardait sa propre vie à travers une vitre embuée. L'horloge au mur indiquait 23h47, 13 minutes avant la fin de son service. 13 minutes avant qu'elle puisse rentrer dans son petit studio mansardé, où sa mère agonisait. La clochette au-dessus de la porte tinta. Élise leva les yeux, s'attendant à voir un autre routier. Ou peut-être un couple d'adolescents à la recherche d'un café nocturne. Au lieu de cela, elle vit un homme qui ne semblait absolument pas à sa place dans un relais routier perdu au milieu de nulle part. Il était grand. Ce fut la première chose qu'elle remarqua. Grand et large d'épaules, portant un manteau qui coûtait probablement plus cher qu'elle ne gagnait en une année. Ses cheveux étaient foncés avec des mèches argentées aux tempes, et son visage avait cette beauté burinée, qui vient d'une vie pleinement vécue. Mais ce furent ses yeux qui la firent hésiter. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait trop vu, quelqu'un qui portait un fardeau que les autres ne pouvaient imaginer. Il choisit une banquette dans le coin, à l'écart des quelques autres clients dispersés dans le relais. Élise prit un menu et s'approcha, ses baskets usées silencieuses sur le sol en linoléum craquelé. « Puis-je vous servir quelque chose à boire ?» demanda-t-elle, en plaçant le menu devant lui. Il leva les yeux vers elle, et pendant un instant, quelque chose traversa son visage. De la reconnaissance. Peut-être, ou peut-être simplement l'évaluation automatique que font les hommes puissants lorsqu'ils sont confrontés à quelqu'un de nouveau. « Un café », dit-il, noir. Élise acquiesça et se tourna pour partir. Mais quelque chose la fit hésiter, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, une sensation dans sa poitrine, comme une porte qui s'ouvrait quelque part au plus profond d'elle-même. Elle secoua la tête. Elle était fatiguée. Elle avait faim. Elle imaginait probablement des choses. Au comptoir, elle versa son café avec des mains qui n'arrêtaient pas de trembler. Son estomac se contracta douloureusement. 3 jours sans vraie nourriture. Ça fait ça à une personne. Les quelques biscuits secs et verres d'eau qu'elle avait réussi à avaler ne suffisaient pas à faire tenir qui que ce soit. Mais l'argent devait aller aux médicaments de sa mère. Chaque centime. Elle rapporta le café à sa table. Il n'avait pas regardé le menu. Ses yeux étaient fixés sur quelque chose à l'extérieur de la fenêtre, bien qu'il n'y ait rien dehors, que de la pluie et l'obscurité. « Savez-vous ce que vous désirez ?» demanda Élise. Il se tourna pour la regarder à nouveau. « Juste un croque-monsieur, » dit-il, « ce qu'il y a de plus simple. »« Ça arrive. » Elle passa la commande à Marco, le cuisinier de nuit, qui passait plus de temps sur son téléphone qu'à réellement cuisiner. Puis elle retourna essuyer le comptoir déjà propre, essayant de ne pas penser à l'odeur de nourriture qui emplissait le relais, essayant de ne pas penser à l'apparence de sa mère ce matin, si petite et fragile dans son lit d'hôpital à la maison. Suzanne Moreau se mourait. Les médecins lui avaient redonné des semaines, peut-être un mois s'ils avaient de la chance. Le cancer s'était propagé trop loin, trop vite, et tout l'argent qu'Élise avait investi dans les traitements n'avait fait que retarder l'inévitable. Mais Suzanne avait un souhait. Une chose dont elle parlait constamment dans ses moments de lucidité. « Trouve-le », disait-elle, serrant la main d'Élise avec une force surprenante. « Trouve l'homme qui m'a sauvée. J'ai besoin de le remercier avant de partir. J'ai besoin qu'il sache ce qu'il a fait. » Élise avait entendu l'histoire 1000 fois. Comment Suzanne, enceinte et seule, avait été piégée dans une zone de conflit il y a 30 ans. Comment un inconnu l'avait trouvée, ensanglantée, dans un bâtiment abandonné. Comment il l'avait portée à travers 3 kilomètres de territoire dangereux pour atteindre un hôpital de campagne. Comment Élise était née cette nuit-là, contre toute attente. L'étranger n'avait jamais donné son nom. Suzanne avait été trop faible pour demander, trop concentrée sur sa survie. Mais elle se souvenait d'une chose clairement. Un médaillon autour de son cou, en or, d'aspect ancien, avec d'étranges symboles qu'elle ne reconnaissait pas. Des symboles qui semblaient briller dans la lueur du feu de cette nuit désespérée. Pendant 24 ans, Élise avait cherché.
Elle avait montré le croquis que sa mère avait fait à tous ceux qui pourraient me savoir. Elle avait recherché les symboles en ligne, dans les bibliothèques, dans les archives historiques. Elle n'avait rien trouvé. Et maintenant sa mère se mourait. Et la seule chose qu'elle voulait, la seule chose qui pourrait lui apporter la paix, Élise ne pouvait pas la lui fournir. Le croque-monsieur était prêt. Élise le plaça sur une assiette, ajouta quelques frites et l'apporta à la table de l'étranger. « Voici votre commande, dit-elle. Puis-je vous apporter autre chose ?» Il secoua la tête. Atteignant déjà le croque-monsieur, en bougeant, son manteau se décala, et Élise le vit, le médaillon, en or, ancien, couvert de symboles qu'elle avait mémorisés à partir du croquis de sa mère. Des symboles qui avaient hanté ses rêves aussi longtemps qu'elle pouvait s'en souvenir. Sa main vola à sa bouche. L'assiette qu'elle tenait claqua sur la table, manquant de renverser le contenu. L'homme leva les yeux brusquement. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» demanda-t-il. Élise ne pouvait parler, ne pouvait respirer, ne pouvait rien faire d'autre que fixer le médaillon qui pendait à son cou. C'était lui. Après 24 ans de recherche, il était entré dans son relais par une nuit pluvieuse. L'homme qui avait sauvé sa mère. L'homme dont l'acte de gentillesse avait rendu sa propre existence possible. L'homme que sa mère mourante avait besoin de voir. Je disais, « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Sa voix était plus dure maintenant, suspicieuse. « Ça va ?» Élise se força à répondre. « Je vais bien. » Parvint-elle à articuler. « Je suis désolée. Je me suis juste... » Senti étourdi un instant. Il étudia son visage, ses yeux se plissant. « À quand remonte votre dernier repas ?» La question la prit au dépourvu. « Excusez-moi ? Vous avez l'air sur le point de vous effondrer. Quand avez-vous mangé un vrai repas pour la dernière fois ?» Élise sentit la chaleur monter à ses joues. « Cela ne vous regarde pas, monsieur. » Il fit un son qui aurait pu être un rire. « Monsieur. » Personne ne m'a appelé ainsi depuis longtemps. Il poussa l'assiette vers elle. « Mangez quelque chose. Je peux commander un autre croque-monsieur. »« Je ne peux pas faire ça. »« Pourquoi pas ?»« Parce que je travaille. Parce que c'est votre nourriture. Parce qu'il me reste un peu de fierté. » Il se pencha en arrière. L'étudiant avec ses yeux anciens, hélas. « La fierté est un luxe, » dit-il doucement. « Croyez-moi, je sais. » Élise secoua la tête et recula de la table. « Puis-je vous apporter autre chose ?» Il la regarda pendant un long moment. Puis il secoua la tête. « Juste l'addition, quand vous aurez le temps. » Élise se réfugia au comptoir, son cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il allait exploser. Elle s'appuya contre le mur, essayant de se calmer, essayant de réfléchir. C'était lui. Ça devait être lui. Le médaillon était trop unique, trop spécifique pour être une coïncidence. Elle avait étudié le croquis de sa mère 1000 fois. Elle connaissait chaque courbe, chaque symbole, chaque détail. Mais qu'était-elle censée faire? S'approcher d'un inconnu et dire « Excusez-moi, mais avez-vous sauvé une femme enceinte dans une zone de conflit il y a 30 ans ?» Il penserait qu'elle est folle. Il partirait, et elle ne le reverrait jamais. Et sa mère mourrait sans avoir son dernier souhait exaucé. Élise le regardait manger. Il s'exécutait avec efficacité, sans plaisir, comme si manger n'était qu'une tâche supplémentaire à accomplir. Une fois terminé, il sortit son portefeuille et laissa plusieurs billets sur la table, bien plus que la valeur du croque-monsieur. Puis, il se leva et se dirigea vers la porte. Élise sentit la panique lui monter à la gorge. Il s'en allait. Il sortait de sa vie pour toujours, et elle ne pouvait pas simplement laisser faire ça. « Attendez !» cria-t-elle. Il s'arrêta, la main sur la porte, et se retourna vers elle. « Je... » commença-t-elle. Mais que pouvait-elle dire? Rien qui ne sonnerait pas comme de la folie, rien qui ne le ferait pas fuir. Oui, sa voix était impatiente. Rien. Je voulais juste passer une bonne soirée. Il hocha la tête une fois et poussa la porte, disparaissant dans l'obscurité pluvieuse à l'extérieur. Élise resta figée pendant exactement 3 secondes. Puis elle se mit en mouvement. Elle arracha son tablier et le jeta sur le comptoir. Marco leva les yeux de son téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ?»
ton service n'est pas terminé. »« Je dois y aller, » dit Élise. « Je suis désolé, je t'expliquerai plus tard. »« Si tu t'en vas maintenant, t'es viré, » hurla Marco après elle. Élise s'en fichait. Elle poussa la porte de derrière et courut vers l'avant du relais, juste à temps pour voir l'étranger monter dans une voiture noire. Une voiture noire, très chère. Elle ne pouvait pas le laisser partir. Elle ne pouvait pas le perdre maintenant, sans réfléchir. Elle se mit à courir. La voiture sortit du parking et s'engagea sur la nationale. Élise courut après, ses baskets usées claquant contre le bitume mouillé, la pluie trempant son uniforme mince en quelques secondes. La voiture était plus rapide qu'elle, évidemment, mais elle continua à courir quand même. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle n'avait pas de plan. Tout ce qu'elle savait, c'est que sa mère était en train de mourir et que cet étranger était son seul espoir. La seule chose qui pouvait donner la paix à Suzanne dans ces derniers jours. Alors elle courut, kilomètre après kilomètre, sous une pluie battante. Sans rien à manger dans le ventre et rien pour la réchauffer à part le désespoir. Les feux arrière de la voiture se faisaient de plus en plus petits au loin, mais elle pouvait encore les voir. Elle pouvait encore suivre. Ses poumons brûlaient, ses jambes hurlaient. Sa vision se brouillait à cause de la pluie et de l'épuisement. Mais elle continua à courir, parce qu'elle était Élise Moreau, fille de Suzanne Moreau, et qu'elle avait cherché cet homme toute sa vie. Elle n'allait pas le laisser disparaître maintenant, pas alors qu'il restait à sa mère quelques semaines à vivre, pas alors que c'était la seule chose qui comptait. Le premier kilomètre passa, puis le deuxième, au troisième kilomètre. Élise pouvait à peine respirer. Son corps était en train de lâcher, protestant contre les mauvais traitements qu'elle lui infligeait. 3 jours sans manger, 16 heures de travail. Maintenant, cette course insensée sous la pluie. Mais la voiture s'était arrêtée. Il lui fallut un moment pour s'en rendre compte. Les feux arrière ne bougeaient plus. Ils étaient juste là, rougeoyants dans l'obscurité devant elle. Élise ralentit le pas, puis tituba. Chaque pas était une agonie. Mais elle continua à avancer, vers la voiture, vers l'homme à l'intérieur. La portière du conducteur s'ouvrit, et il sortit sous la pluie, même de loin. Elle pouvait voir la colère sur son visage. Il se tenait là, sous l'averse, son manteau coûteux trempé, la regardant approcher avec des yeux qui auraient pu couper du verre. Quand elle fut assez proche pour l'entendre, il parla. « Qui êtes-vous » Sa voix était froide, dure. La voix d'un homme habitué à donner des ordres et à ce qu'on lui obéisse. Élise s'arrêta à quelques mètres de lui. Elle tremblait tellement qu'elle pouvait à peine tenir debout, que ce soit à cause du froid, de l'épuisement ou de la peur. Elle ne pouvait pas dire. « Je m'appelle Élise Moreau », dit-elle entre ses dents qui claquaient. « Pourquoi me suivez-vous? Et ne mentez pas. J'en ai vu des harceleurs, des chercheuses d'or et toutes sortes d'opportunistes imaginables. Je sais quand quelqu'un essaie de m'obtenir quelque chose. Je ne suis pas. » commença Élise, mais il la coupa. « Épargnez-moi ça. Savez-vous qui je suis? Avez-vous la moindre idée de ce que je pourrais vous faire? » « Non, je ne sais pas qui vous êtes. » Il rit amèrement. « Vraiment. » Une serveuse au hasard décide de poursuivre la voiture d'un inconnu sous la pluie pendant 5 kilomètres. Sans aucune raison. Pas sans raison. Alors expliquez-vous, immédiatement, avant que j'appelle la sécurité et que je vous fasse arrêter. Élise fouilla dans sa poche avec des doigts engourdis. La photographie était là, protégée dans une pochette en plastique. Elle l'avait portée chaque jour pendant des années, au cas où. Elle la sortit et la tendit vers lui. « À cause de ça, » dit-elle. Il ne la prit pas. « Qu'est-ce que c'est? Une photographie d'il y a 30 ans. Je ne suis pas intéressé par l'arnaque que vous essayez de monter. Ce n'est pas une arnaque, s'il vous plaît. Regardez-la juste. » Pendant un long moment, il ne bougea pas. La pluie continuait de tomber autour d'eux, transformant le monde en un flou d'eau et d'obscurité. Puis, lentement, il tendit la main et prit la photographie. Il la regarda pendant exactement 3 secondes, et tout son corps se raidit. « Où avez-vous trouvé ça ?» Sa voix avait changé.
La froideur avait disparu, remplacée par quelque chose de brut, quelque chose de vulnérable. Elle appartient à ma mère, Suzanne Moreau. C'est elle sur la photographie. Il leva les yeux vers Élise, puis redescendit vers la photo. La pluie la trempait, ruisselant sur la pochette en plastique. « Suzanne », répéta-t-il doucement, « vous vous souvenez d'elle ?» Il ne répondit pas, mais elle pouvait le voir sur son visage. La reconnaissance, le souvenir refaisant surface après des décennies d'enfouissement. Elle était enceinte, continua Élise, prise au piège dans une zone de conflit. Vous l'avez trouvée. Vous l'avez portée jusqu'à un hôpital. Vous lui avez sauvé la vie. Il fixait toujours la photographie. Sa mâchoire était si serrée qu'elle pouvait voir les muscles se tendre. Le bébé qu'elle portait, dit Élise, c'était moi. Ses yeux se levèrent brusquement pour croiser les siens. Vous, dit-il, je suis né cette nuit-là, la nuit où vous l'avez sauvée. Les médecins ont dit que ni l'une ni l'autre n'aurions dû survivre, mais nous l'avons fait, grâce à vous. Silence. Juste le bruit de la pluie qui tombait autour d'eux. Élise sentit ses genoux commencer à flancher. L'épuisement était accablant maintenant. La faim, le froid, tout la rattrapait en même temps. Elle est en train de mourir, dit Élise. Ma mère, un cancer. Il lui reste des semaines, peut-être des jours, et tout ce qu'elle veut. La seule chose qu'elle ait demandé depuis des mois, c'est de vous voir, de vous remercier, de vous regarder dans les yeux et de vous dire ce que vous avez fait pour elle. Elle vacilla sur ses pieds. C'est pour ça que je vous ai suivi. C'est la seule raison. Je n'en veux pas à votre argent. Je ne veux rien de vous, à part quelques minutes de votre temps, juste pour que ma mère puisse mourir en paix. Le monde bascula sur le côté. Élise sentit qu'elle tombait. Et puis, il y eut des bras autour d'elle, la rattrapant avant qu'elle ne touche le sol. La dernière chose qu'elle entendit avant que l'obscurité ne la submerge fut sa voix, rauque d'une émotion qu'elle ne pouvait pas identifier. « Mettez-la dans la voiture. Maintenant. » Puis, tout devint noir. Quand Élise ouvrit les yeux, elle était enveloppée dans quelque chose de chaud et de doux. Une couverture, réalisa-t-elle, une couverture très coûteuse. Elle était allongée sur la banquette arrière de la voiture. Le moteur tournait, le chauffage soufflait de l'air chaud. À travers les vitres, elle pouvait voir que la pluie n'avait pas cessé. Une voix se fit entendre depuis le siège avant. « Tiens, mange ça. » On lui mettait quelque chose dans les mains. Une barre protéinée, simple, mais substantielle. Élise leva les yeux et vit l'inconnu, l'homme au médaillon, la regardant depuis le siège avant. Son expression était différente maintenant. La colère avait disparu, tout comme la suspicion, à la place. Il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer, de la confusion, peut-être, ou quelque chose de plus profond. « Mange, » répéta-t-il. « Tu es sous-alimenté. Quand as-tu pris ton dernier vrai repas ?» Élise n'avait pas l'énergie de discuter. Elle déchira l'emballage et mordit dans la barre. C'était la chose la plus délicieuse qu'elle ait jamais goûtée. « 3 jours, » admit-elle entre deux bouchées. « 3 jours. Tu n'as pas mangé depuis 3 jours ? Les médicaments sont chers. Ma mère en a plus besoin que moi de nourriture. » Il resta silencieux un instant. Puis il se tourna vers l'avant. « Victor, » dit-il à quelqu'un qu'Élise n'avait pas remarqué auparavant. Un chauffeur sur le siège avant. « Conduis-nous à l'hôpital général de la Pitié-Salpêtrière. » Élise se redressa brusquement, le cœur battant soudainement. « Quoi ? C'est là qu'elle est. »« Oui, ta mère, la Pitié-Salpêtrière. »« Comment le savez-vous » Il ne répondit pas, se contenta de sortir son téléphone et commença à taper quelque chose. Élise l'observa. Cet homme qui avait été une légende dans sa famille pendant toute sa vie. Cet homme qui n'avait aucune idée qu'un seul acte de bonté il y a 30 ans avait façonné tout ce qu'elle était. « Quel est votre nom » demanda-t-elle doucement. Il interrompit sa frappe, la regarda à travers le rétroviseur. « Damian, » dit-il. « Damian Ashworth. » Le nom la frappa comme un coup physique. Damian Ashworth, même Élise, qui ne prêtait aucune attention au monde de la richesse et du pouvoir, connaissait ce nom. Il n'était pas seulement riche,
Il était l'un des hommes les plus influents de toute la région, un roi dragon, l'appelait-on. Quelqu'un dont le pouvoir s'étendait au-delà de l'argent, dans des domaines que la plupart des gens ignoraient même. Et il y a 30 ans, il n'était qu'un jeune homme, sauvant une inconnue enceinte dans une zone de conflit. « Pourquoi étiez-vous là-bas » demanda Élise. « Dans la zone de conflit. Pourquoi l'avez-vous sauvé » Damien resta silencieux pendant un long moment. La voiture avançait dans la nuit pluvieuse, les essuie-glaces battant un rythme régulier. « J'étais jeune », finit-il par dire, « idéaliste. Je pensais que je pouvais faire une différence. Alors je me suis porté volontaire auprès d'une organisation humanitaire. J'ai aidé à évacuer des civils, des fournitures médicales, tout ce qui était nécessaire, mais vous l'avez sauvé vous-même. Vous l'avez porté sur 3 kilomètres. Je l'ai trouvé dans un bâtiment effondré. Elle saignait. Elle était sur le point d'accoucher. Il n'y avait personne d'autre autour. Alors vous l'avez juste prise et avez marché 3 kilomètres à travers une zone de conflit. Ce n'était pas si simple. Cela me semble plutôt simple. Vous avez risqué votre vie pour une inconnue. » Damien se tourna pour la regarder directement. Ses yeux étaient hantés par des souvenirs qu'elle ne pouvait qu'imaginer. « Je n'ai jamais parlé de cette nuit à personne, » dit-il doucement. « C'était compliqué, dans mon monde. Montrer ce genre de... » Il s'arrêta. « Cela n'a pas d'importance. »« Quoi ? Qu'est-ce qui était compliqué dans le fait de sauver une vie ?» Il secoua la tête. « Tu ne comprendrais pas. Essayez. » Mais il se détourna. De retour vers son téléphone. De retour vers tous les murs qu'il avait construits autour de lui. Élise termina la barre protéinée et enroula plus étroitement la couverture autour de ses épaules. Elle avait toujours froid, toujours épuisée. Mais quelque chose brûlait en elle. Cet homme, ce roi dragon, cette légende de la richesse et du pouvoir, avait honte de sa propre gentillesse. Il l'avait cachée pendant 30 ans comme un sale secret. Qu'est-ce que le monde lui avait fait? La voiture continua dans la nuit, les emmenant vers l'hôpital, vers sa mère, vers des retrouvailles qui se préparèrent depuis 30 ans. Élise ne savait pas ce qui allait se passer quand ils arriveraient là-bas. Elle ne savait pas si sa mère serait encore consciente, encore capable de parler, encore capable de reconnaître l'homme dont elle rêvait depuis 3 décennies. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle l'avait trouvé. Contre toute attente, elle l'avait trouvé. Et elle allait donner à sa mère la paix qu'elle méritait. Le trajet jusqu'à l'hôpital dura 40 minutes. Élise passa la majeure partie de ce temps à sombrer dans un état de conscience fluctuant, son corps épuisé finissant par céder à la chaleur de la voiture et à la couverture qui l'enveloppait. Chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, Damien était sur son téléphone, parlant doucement dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas, prenant des dispositions, supposa-t-elle. Quelles que soient les dispositions que les milliardaires prenaient au milieu de la nuit, quand la voiture s'arrêta enfin. Élise se força à se redresser, à travers la vitre striée par la pluie. Elle pouvait voir la façade familière de l'hôpital général de la Pitié-Salpêtrière, l'endroit où sa mère avait été transférée il y a 3 semaines. Lorsque les soins à domicile ne suffisaient plus, Damien se tourna pour la regarder. « Tu peux marcher ?» Élise acquiesça, bien qu'elle n'en soit pas entièrement sûre. Il ouvrit sa portière et sortit sous la pluie, puis fit le tour pour l'aider. Sa main était chaude et ferme alors qu'il la guidait hors de la voiture. Le hall de l'hôpital était calme à cette heure. Juste un agent de sécurité derrière un bureau et quelques infirmières éparpillées faisant leur tournée. Ils levèrent tous les yeux lorsque Damien entra. Et Élise vit la reconnaissance traverser leur visage. Bien sûr qu'ils le reconnaissaient. Tout le monde le reconnaissait probablement. « 3e étage, » dit Élise, « chambre 312. » Ils prirent l'ascenseur en silence. Damien se tenait à côté d'elle, sa présence à la fois réconfortante et bouleversante. Elle ne pouvait toujours pas croire que cela se produisait, que l'homme des histoires de sa mère était réel, était là, marchait à côté d'elle à travers un hôpital à minuit, quand ils atteignirent le 3e étage. Élise ouvrit la voie dans le couloir. Ses jambes étaient plus fermes maintenant, bien qu'elle ait toujours l'impression qu'elle pourrait s'effondrer à tout moment. La chambre 312 était au bout du couloir. La porte était légèrement ouverte.
Une douce lumière se répandant dans le couloir. Élise s'arrêta devant. « Elle est » commença-t-elle. Puis s'arrêta. Elle n'est peut-être pas éveillée. Elle dort beaucoup maintenant. Et quand elle est éveillée, parfois elle est confuse. Les médicaments la font divaguer. « Je comprends », dit Damien doucement. « Et elle est différente. » Que sur la photographie. Je veux dire, 30 ans et le cancer l'ont changé, Élise. Elle leva les yeux vers lui. « Je ne suis pas ici à cause de son apparence, » dit-il. « Je suis ici parce que c'est la femme que j'ai portée à travers une zone de conflit. C'est elle que je verrai quand je la regarderai. Pas ce que le temps a fait depuis. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle hocha la tête et poussa la porte. La chambre était petite mais propre. Un lit simple dominait l'espace, entouré d'appareils qui bipaient doucement dans l'obscurité. Et dans le lit, si petite et fragile que le cœur d'Élise se serra, se trouvait Suzanne Moreau. Elle était éveillée. Ses yeux, embrumés par les médicaments, mais toujours étrangement perçants, fixaient l'entrée quand Élise entra. « Ma petite, » murmura-t-elle, « tu es revenue. J'avais peur. »« Ah, je t'avais dit que je reviendrais toujours, » dit Élise, en s'approchant du lit de sa mère. Elle prit la main mince de Suzanne dans les siennes. « Maman, il y a quelqu'un qui veut te voir. » Le front de Suzanne se plissa, perplexe. Qui viendrait me voir à cette heure-ci? Élise s'écarta, révélant Damien, planté dans l'embrasure de la porte. Pendant un long moment, il ne se passa rien. Suzanne fixa l'étranger dans sa chambre d'hôpital, son esprit fatigué s'efforçant de comprendre ce qu'elle voyait. Puis ses yeux tombèrent sur sa poitrine, sur le médaillon qui y pendait, captant la lumière des moniteurs, et elle haleta. « C'est toi, » souffla-t-elle. « Après tout ce temps, c'est toi. » Damien s'avança, lentement, comme s'il approchait quelque chose de sacré. Il s'arrêta au pied de son lit, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Suzanne, » dit-il. Son nom sortit rauque, comme si cela lui coûtait quelque chose de le prononcer. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Suzanne. Elle essayait de s'asseoir, ses bras maigres tremblant d'effort. Élise se précipita pour l'aider, calant des oreillers derrière son dos. « Je t'ai cherché, » dit Suzanne. « Pendant des années. Je n'ai jamais su ton nom. Je n'ai jamais su d'où tu venais. Seulement ce médaillon. Seulement la façon dont tu m'as regardé quand tu m'as trouvé dans cet immeuble. » Damien ne dit rien. Mais Élise pouvait voir quelque chose changer dans son visage. Les murs qui avaient été si fermement en place se fissuraient. « Ils m'ont dit que nous allions toutes les deux mourir, » continua Suzanne. « Moi et mon bébé, les médecins de l'hôpital de campagne. Ils ont dit que c'était un miracle que nous ayons survécu. Et je savais que c'était grâce à toi. Parce que tu nous as portés à travers le feu. Parce que tu ne nous as pas laissés là, mourir. » Elle tendit une main tremblante vers lui. Damien se déplaça sur le côté du lit et la prit. Ses doigts se refermèrent sur les siens, doucement malgré leur force. « Pourquoi ?» demanda Suzanne. « Pourquoi nous as-tu sauvés ? Tu ne me connaissais pas. J'étais juste une étrangère. » Il resta silencieux pendant un long moment. Les moniteurs bipaient. La pluie tambourinait contre la fenêtre. « Parce que tu me rappelais quelqu'un, » dit-il finalement. « Quelqu'un que je n'ai pas pu sauver. Quelqu'un que j'ai perdu avant de pouvoir l'aider. » Élise observa cet échange, le cœur serré. C'était ce dont sa mère avait rêvé pendant 30 ans, ce moment, cette connexion, cette conclusion. « Comment s'appelait-elle » demanda doucement Suzanne. « Celle que tu n'as pas pu sauver ? Ma sœur, elle s'appelait Sophie. Elle avait 22 ans, le même âge que toi, cette nuit-là. Je suis désolé. Ne le sois pas. Tu m'as donné une chance de faire ce que je n'ai pas pu faire pour elle. Tu m'as permis de sauver quelqu'un. Après des années de sentiments d'impuissance, tu m'as permis de sentir que je pouvais faire une différence. »« Tu as fait plus qu'une différence, » dit Suzanne. Elle fit un geste vers Élise. « Tu l'as faite, ma Élise. Mon miracle. Elle est née cette nuit-là. Quelques heures seulement après que tu m'aies emmenée à l'hôpital. Ils ont dit qu'elle n'aurait pas dû survivre, mais elle l'a fait. Elle est forte,
comme sa mère. Forte grâce à toi. Damian regarda Élise, la regarda vraiment, pour la première fois depuis le relais de la nationale. Elle vit quelque chose changer dans son expression, une reconnaissance qui allait plus profond que les noms ou les visages. Elle était née grâce à lui. Toute son existence était une conséquence directe de son acte de bonté. 24 ans de recherche, dit Suzanne, 24 ans à me demander si je te retrouverais un jour. Et maintenant, te voilà. À la fin de mon voyage, comme si Dieu lui-même avait tout arrangé. La mâchoire de Damian se crispa. Je ne suis pas un ange. Suzanne, crois-moi. J'ai fait des choses qui te feraient te demander si je mérite d'être ici. Tu m'as sauvé, dit Suzanne fermement. Quoi que tu aies fait d'autre, quoi que tu sois devenu, cela ne change rien. Tu m'as sauvé quand personne d'autre ne le voulait. Tu m'as porté à travers l'enfer, et je n'ai jamais, jamais oublié. Elle lui serra la main avec une force surprenante. Merci, dit-elle. Merci pour ma vie. Merci pour ma fille. Merci pour tout ce qui est venu après cette nuit. Élise vit cela arriver. La fissure dans l'armure de Damian s'élargit, les murs qu'il avait construits, les défenses qu'il avait maintenues pendant des décennies, s'effondrèrent face à la gratitude de cette femme mourante. Des larmes coulèrent sur son visage. Il ne fit aucun bruit, ne sanglota pas ni ne haleta, resta juste là, tenant la main de Suzanne, tandis que des larmes silencieuses traçaient leur chemin à travers les rides burinées de son visage. Élise dut détourner le regard. Cela semblait trop intime, trop sacré. Cet homme, qui n'avait probablement pas pleuré depuis des années, s'effondrant dans la chambre d'hôpital de sa mère. « Tu dois être fatigué, » dit doucement Suzanne. Après un long moment, « Vous deux, Élise, quand as-tu dormi pour la dernière fois ? » ?»« Je vais bien, maman. Tu ne vas pas bien. Tu es morte de fatigue. » Suzanne regarda Damian. « Veux-tu t'assurer qu'elle mange ? T'assurer qu'elle se repose ? Elle se pousse trop. Elle l'a toujours fait. Elle tient ça de moi. » Damian essuya ses yeux avec sa main libre. Il sembla presque embarrassé par sa propre émotion, mais il ne retira pas sa main de celle de Suzanne. « Je vais prendre soin d'elle, » dit-il. « Promets-le-moi. » « Je le promets. » Suzanne hocha la tête, satisfaite. Puis ses yeux commencèrent à se fermer. L'effort de rester éveillée, de traiter ses retrouvailles, était manifestement en train de la terrasser. « Restez, » murmura-t-elle. « Vous deux, restez avec moi. »« Nous le ferons, » dit Élise. « Nous n'allons nulle part. » La main de Suzanne se relâcha dans la poigne de Damian. Sa respiration s'approfondit dans le sommeil. Élise s'effondra sur la chaise à côté du lit, son propre épuisement la submergeant finalement. Elle regarda Damian, qui était toujours là, tenant toujours la main de sa mère. « Merci, » murmura-t-elle, « d'être venu, de lui avoir permis de te voir. » Il secoua lentement la tête. « J'aurais dû la retrouver il y a des années. J'aurais dû faire quelque chose. Tu as fait quelque chose. Il y a 30 ans. Tu lui as sauvé la vie. Et puis je suis parti, sans jamais me retourner, sans jamais me demander ce qui était arrivé à la femme que j'ai portée sous la pluie. Tu étais jeune. C'était une zone de conflit. Tu as probablement sauvé des dizaines de personnes. Mais je me souviens d'elle. » Il baissa les yeux sur le visage endormi de Suzanne. « Je me souviens de tous, de chacun d'eux, ceux que j'ai sauvés et ceux que je n'ai pas pu. » Élise ne savait pas quoi répondre à cela. Alors, elle ne dit rien. La pièce retomba dans le silence, brisée seulement par le doux bip des machines et le bruit de la pluie contre la fenêtre. Après quelques minutes, Damian relâcha prudemment la main de Suzanne et se laissa tomber sur la chaise de l'autre côté du lit. Il avait l'air aussi épuisé qu'Élise se sentait. « Parle-moi d'elle, » dit-il doucement. « De ta mère. Quel genre de vie a-t-elle eue ?» Élise fut surprise par la question. Elle réfléchit un instant avant de répondre. « Une vie difficile. Mon père est mort quand j'avais 8 ans. Accident de voiture. Elle m'a élevé seule après ça, m'a travaillé 2 emplois, parfois 3, pour nous maintenir à flot. Ne s'est jamais plainte. Ne m'a jamais laissé voir à quel point elle avait du mal. » Elle fit une pause, rassemblant ses pensées. «
Elle a toujours été bonne, même quand on n'avait rien. Elle trouvait toujours un moyen d'aider les autres. Elle disait que c'était parce que quelqu'un l'avait aidée, une fois, quand elle en avait le plus besoin. Elle disait qu'elle ne faisait que transmettre. Damian ferma les yeux. Elle a enseigné à l'école pendant un certain temps, continua Élise, des enfants du primaire. Ils l'adoraient. Puis le cancer est arrivé et elle a dû arrêter. Mais certains de ses anciens élèves viennent encore lui rendre visite, maintenant adultes, avec leurs propres enfants. Ils apportent des fleurs, lui racontent des histoires sur ce dont ils se souviennent de ses cours. Elle semble remarquable. Elle laisse. C'est la meilleure personne que je connaisse. Et la perdre. La voix d'Élise se brisa. La perdre va me briser. Damien ouvrit les yeux et la regarda. Tu survivras, dit-il, parce qu'elle t'a élevée pour être forte, parce que sa force vit en toi. Comment le sais-tu? Parce que tu as couru après ma voiture sur 5 kilomètres sous la pluie, le ventre vide. Parce que tu n'as pas abandonné. Parce que tu m'as trouvé alors que personne d'autre n'aurait pu le faire. Élise sentit les larmes menacées de couler. Elle les chassa. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Quelle sorte de vie as-tu eue après cette nuit-là » Son expression s'assombrit. « Pas une dont je sois fier. Tu as réussi. Tu es devenu puissant. Cela doit bien compter pour quelque chose. Le succès et le pouvoir ne sont pas synonymes de bonheur. Élise. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui t'a rendu si? Elle chercha le mot juste. Si renfermé? Il resta silencieux pendant un long moment. Assez longtemps pour qu'Élise pense qu'il ne répondrait pas. Puis il parla. J'ai eu une femme, autrefois, et une fille. Sophie était son nom, comme ma sœur. Elle était. Il s'arrêta, avala sa salive. Elle était tout. Était. Elles sont mortes? Il y a 10 ans. Accident d'avion. Elle revenait de chez les grands-parents de Sophie. Le temps s'est gâté. Le pilote a fait une erreur. Et d'un coup, tout ce qui comptait pour moi avait disparu. Élise sentit son cœur se serrer. « Je suis tellement désolé. J'étais censé être dans cet avion, » continua Damien. « Mais j'avais une réunion d'affaires que je ne pouvais pas manquer. Un accord qui semblait si important à l'époque. Alors je leur ai dit d'y aller, que je prendrais un vol plus tard. » Il rit amèrement. « Un accord. J'ai choisi un accord commercial au détriment de ma famille. Et elles sont mortes sans moi. Ce n'était pas de ta faute, hein, n'est-ce pas? Si j'avais été là, peut-être que j'aurais remarqué le temps. Peut-être que j'aurais insisté pour qu'on attende. Peut-être que j'aurais fait quelque chose de différent. Ou peut-être que tu serais mort aussi. Peut-être que cela aurait été mieux. » Les mots planèrent dans l'air entre eux. Élise ne savait pas comment répondre. « Après leur mort, » dit Damien, « je me suis renfermé. Sur tout le monde. Sur tout. Je me suis jeté dans le travail, dans la construction de mon empire, dans l'accumulation de pouvoir, parce que c'était la seule chose qui me distrayait de la douleur. Pendant 10 ans, je n'ai laissé personne s'approcher. Je ne me suis pas permis de ressentir quoi que ce soit au-delà du strict minimum nécessaire pour fonctionner. C'était plus facile, plus sûr. Et maintenant, il regarda Suzanne, dormant paisiblement dans son lit. Maintenant, je suis assis dans une chambre d'hôpital, à pleurer devant une inconnue, à ressentir des choses que je n'ai pas ressenties depuis une décennie. Il secoua lentement la tête. Je ne sais pas quoi faire de tout ça. Peut-être que tu n'as pas besoin de savoir, dit Élise. Peut-être que tu as juste besoin de le ressentir. Il croisa son regard. Tu ressembles à ta mère. Je prends ça comme un compliment. C'était censé en être un. Ils restèrent à nouveau silencieux. Mais c'était un silence différent maintenant, moins distant, plus connecté. Élise se surprit à étudier son visage. Cet homme, qui était à la fois un étranger et, d'une certaine manière, pas. Il avait sauvé la vie de sa mère. Il avait rendu sa propre existence possible. Et maintenant, il était là, brisé par le chagrin et la gratitude, partageant sa douleur avec elle. « Ta fille », dit Élise doucement. « Sophie. Elle était comment »
Le visage de Damien s'adoucit d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle était la joie personnifiée, dit-il. Dès sa naissance, elle riait. Tout la ravissait. Les fleurs, les papillons, la façon dont la lumière traversait les fenêtres. Elle trouvait de la magie partout. Il s'arrêta, perdu dans ses souvenirs. Elle aurait eu à peu près ton âge maintenant, 23 ans cette année. J'imaginais ce qu'elle serait, ce qu'elle ferait de sa vie. Si elle me haïrait pour toutes les fois où j'ai choisi le travail au détriment d'elle, je suis sûr qu'elle ne t'aurait pas haï. Tu ne sais pas ça. Non. Mais je sais ce que c'est d'avoir un parent qui travaille trop, qui sacrifie tout pour sa famille. Et je n'ai jamais haï ma mère pour ça. Je n'ai jamais été que reconnaissante. Damien la regarda longuement. Puis, très doucement, il dit « Merci. Pourquoi? Pour m'avoir trouvé, pour m'avoir amené ici, pour m'avoir donné quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Élise ne savait pas quoi répondre à cela. Alors elle se contenta de hocher la tête. Dehors. La pluie commençait à se calmer. Les premiers signes de l'aube se répandaient dans le ciel, transformant l'obscurité en nuances de gris et de violet. Un nouveau jour commençait, et d'une manière ou d'une autre, impossiblement. Tout était différent de la veille. Les jours suivants furent un tourbillon de visites à l'hôpital, de conversations, et de quelque chose qu'Élise n'avait pas prévu, une connexion. Damien ne partit pas. Elle s'attendait à ce qu'il remplisse sa promesse, qu'il s'assure qu'elle mange et se repose, puis qu'il disparaisse, retournant dans son monde de richesse et de pouvoir. Mais il resta, jour après jour. Il venait à l'hôpital. Il s'asseyait avec Suzanne. Il parlait avec Élise. Il devint un habitué de leur petit monde de moniteurs médicaux et de couloirs aseptisés. Le deuxième jour, Suzanne était assez forte pour parler pendant des heures. Elle raconta tout à Damien. La vie qu'elle avait construite après cette nuit dans la zone de conflit. Les luttes et les triomphes, la joie d'élever Élise seule. Il écouta chaque mot comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. Le troisième jour, Damien fit en sorte que Suzanne soit transférée dans une suite privée, la meilleure chambre de l'hôpital, avec vue sur la ville et des soins 24 heures sur 24 par les meilleurs spécialistes de la région. Quand Élise protesta que c'était trop, il dit simplement « Laisse-moi faire ça. S'il te plaît. » Le quatrième jour, Élise apprit qu'elle n'était plus employée au relais de la nationale. Marco avait mis sa menace à exécution. Mais quand elle commença à s'inquiéter pour l'argent, sur la façon dont elle paierait les soins de sa mère, Damien lui dit de ne pas le faire. « Ton seul travail en ce moment est d'être avec ta mère, » dit-il. « Tout le reste est pris en charge. Je ne peux pas accepter ça. Tu l'as déjà fait. Que veux-tu dire? Les factures médicales, les spécialistes, la chambre privée, tout est réglé. » Élise ressentit une vague d'émotions contradictoires, de la gratitude, de la colère, et quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. « Je n'ai pas demandé la charité. Ce n'est pas de la charité. » Il la regarda avec ses yeux anciens et fatigués. « Considère ça comme une dette remboursée. » Quelle dette? La dette de 30 ans à ne pas regarder en arrière, d'avoir sauvé une vie et de l'avoir oubliée, d'avoir laissé un miracle se produire et de ne jamais s'être demandé comment il s'était terminé. Non, ce n'est pas comme ça que les dettes fonctionnent. C'est comme ça que mes dettes fonctionnent. Élise voulait argumenter, mais elle voyait bien que c'était important pour lui, que prendre soin d'elle et de Suzanne comblait un besoin qu'elle ne comprenait pas entièrement. Alors elle accepta. Et lentement, jour après jour, quelque chose commença à changer. La distance entre eux, le fossé entre serveuse et milliardaire, commença à se réduire. Ils parlaient pendant des heures dans les couloirs de l'hôpital, à la cafétéria, dans la suite privée où Suzanne dormait. Ils parlaient de tout et de rien, de leur vie, de leurs pertes, de leurs espoirs et de leurs craintes. Élise apprit que Damien n'avait pas toujours été riche. Il avait construit son empire à partir de rien, en commençant par une petite société d'investissement qui était devenue quelque chose d'énorme. Il s'était fait des ennemis en cours de route.
et des amis, bien qu'il insistât sur le fait que les ennemis étaient beaucoup plus nombreux que les amis. Elle apprit qu'il n'avait pas parlé à ses propres parents depuis 15 ans, qu'il y avait des parties de son passé qu'il refusait d'aborder, que le médaillon autour de son cou avait été transmis de génération en génération dans sa famille et portait un poids qu'il ne pouvait pas expliquer. Et elle apprit que sous l'armure, sous l'extérieur froid et les défenses impénétrables, il y avait un homme qui était désespérément seul, un homme qui avait oublié comment laisser entrer qui que ce soit, un homme qui était terrifié de ressentir quoi que ce soit, parce que ressentir menait à la perte. Et la perte était quelque chose à laquelle il ne pourrait pas survivre à nouveau, à son tour. Élise lui raconta des choses qu'elle n'avait jamais racontées à personne, les années qui avaient suivi la mort de son père, quand elle avait dû devenir l'adulte de la famille à 8 ans, les rêves qu'elle avait abandonnés pour prendre soin de sa mère, la culpabilité qu'elle ressentait de vouloir quelque chose de plus que la vie qui lui avait été donnée. « Je voulais être écrivaine », confessa-t-elle un soir, assise à la cafétéria de l'hôpital devant des tasses de café infectes. Quand j'étais petite, je remplissais cahier après cahier d'histoire. Ma mère disait que j'avais un don. Que s'est-il passé? La vie s'est passée. Père est mort. Nous avions besoin d'argent. Les cahiers sont allés dans une boîte et la boîte dans un placard. Et j'ai cessé de me laisser vouloir des choses qui n'étaient pas pratiques. Les avez-vous encore, les cahiers? Quelque part. Je ne les ai pas regardés depuis des années. Vous devriez. Pourquoi? Parce que les rêves abandonnés ne disparaissent pas. Ils attendent, simplement. Et plus ils attendent, plus il devient difficile de les affronter. Élise y pensa longtemps. Le 5e jour, l'état de Suzanne s'aggrava. Les médecins dirent que c'était prévisible, que le cancer progressait, qu'il lui restait peut-être des jours au lieu de semaines. Ils parlèrent de la mettre à l'aise, de gérer la douleur, de se préparer à la fin. Élise s'assit au chevet de sa mère, lui prit la main et essaya de ne pas s'effondrer. Damien était là aussi. Il avait été là tous les jours, mais maintenant, sa présence semblait différente, plus essentielle, comme un rocher auquel elle pouvait s'accrocher pendant que le monde s'écroulait autour d'elle. Suzanne ouvrit les yeux. Elle regarda Élise en premier, puis Damien. Un sourire traversa son visage, si paisible qu'il brisa le cœur d'Élise. « Mes 2 miracles, murmura-t-elle, ensemble, enfin. »« Maman, dit Élise, comment te sens-tu? Fatiguée, mais heureuse, si heureuse. Y a-t-il quelque chose dont tu as besoin? Quelque chose que nous pouvons t'apporter? » Suzanne secoua la tête lentement. « J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai ma fille. J'ai l'homme qui nous a sauvés. J'ai la paix. » Elle se tourna pour regarder Damien. « Vous avez tenu votre promesse, dit-elle. Vous prenez soin d'elle. J'ai dit que je le ferais. Mais j'ai besoin que vous me promettiez autre chose. Tout ce que vous voulez. Ne laissez pas ça s'arrêter quand je serai partie. » Elle serra la main d'Élise avec une force surprenante. « Ma fille. » Elle a passé toute sa vie à prendre soin de tout le monde, sauf d'elle-même. Elle a tout sacrifié pour moi. Et j'ai peur. J'ai peur que quand je serai partie, elle ne sache pas comment vivre. Damien resta silencieux. « Promettez-moi, » dit Suzanne à nouveau. « Promettez-moi que vous l'aiderez à trouver son chemin, pas avec de l'argent, bien que je sache que vous en avez beaucoup, avec des conseils, avec du soutien, avec la sagesse de quelqu'un qui a vécu, et perdu, et appris. Je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour ça. Vous êtes exactement la bonne personne, parce que vous comprenez la perte, vous comprenez la survie. Et vous ?» La voix de Suzanne devint plus faible, mais ses yeux restèrent vifs. « Vous avez besoin d'elle aussi, même si vous ne le voyez pas encore. » Élise voulait protester, dire qu'elle n'avait besoin de l'aide de personne, qu'elle s'en sortirait bien toute seule. Mais les mots ne venaient pas, parce qu'au fond, elle savait que sa mère avait raison. « Je promets, » dit Damien doucement. « Je prendrai soin d'elle. » Suzanne sourit et ferma les yeux. « Racontez-moi une histoire, » murmura-t-elle. « Quelque chose d'heureux, du bon vieux temps. » Élise regarda Damien. Il la regarda en retour. Puis il commença à parler. « Il y avait une nuit, dit-il. Il y a 30 ans.
J'étais jeune et stupide, et je pensais que je pouvais sauver le monde. Je marchais dans une ville en ruine, à la recherche de survivants, quand j'ai entendu un bruit. Il fit une pause, rassemblant ses pensées. C'étaient des pleurs, une femme qui pleurait. J'ai suivi le son jusqu'à un bâtiment effondré. Les murs continuaient de tomber. L'air était épais de poussière. Et là, au milieu de toute cette destruction, se trouvait la femme la plus courageuse que j'ai jamais vue. Les yeux de Suzanne étaient toujours fermés, mais elle souriait. Elle était enceinte, saignée, en travail. Toute personne raisonnable aurait abandonné. Mais pas elle. Elle se battait, pour elle-même, pour le bébé à l'intérieur d'elle, pour un avenir qui semblait impossible. Élise regarda le visage de sa mère, vit la paix qui s'y trouvait. « Je l'ai ramassée », continua Damien. « Je ne sais pas où j'ai trouvé la force. Elle n'était pas lourde. Mais le voyage était long. 3 kilomètres à travers des décombres, du danger et l'obscurité. Mais elle n'a jamais cessé de se battre, n'a jamais cessé de croire. Sa voix devint chargée d'émotion. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, elle m'a regardé droit dans les yeux, et elle a dit « Merci de ne pas avoir abandonné ». Une larme coula sur la joue de Suzanne. « Je n'ai jamais abandonné », dit Damien, « ni elle, ni le bébé dont je n'ai jamais su l'existence, et je n'abandonnerai pas maintenant. » La respiration de Suzanne ralentit. Son sourire resta. « Je sais », murmura-t-elle, « je l'ai toujours su. » Et puis, elle se rendormit. Élise et Damien restèrent assis en silence pendant longtemps, la regardant respirer, comptant chaque inspiration et expiration, comme si c'était un cadeau. « Elle est prête », dit finalement Élise. « Elle est en paix. Grâce à vous, vous lui avez donné ce dont elle avait besoin. Nous lui avons donné ce dont elle avait besoin, tous les deux. » Damien la regarda. Ses yeux étaient rouges, son visage fatigué. Mais il y avait autre chose aussi, quelque chose qu'Élise n'avait jamais vu auparavant. De l'espoir, peut-être, ou le début de l'espoir. Les 2 jours suivants furent difficiles. Suzanne dérivait entre la conscience et l'inconscience, parfois lucide, parfois confuse, parfois parlant à des gens qui n'étaient pas là. Élise resta à ses côtés pendant tout ce temps, lui tenant la main, lui murmurant des mots rassurants. Présente de toutes les manières possibles, Damien est resté aussi. Il dormait sur la chaise en face d'Élise, prenait ses repas avec elle à la cafétéria, se tenait avec elle dans le couloir quand elle avait besoin de pleurer. Il n'a pas cherché à arranger les choses ou à offrir des banalités. Il était juste là, solide, stable et réel. La 7e nuit. Élise se réveilla d'un sommeil agité et trouva Damien près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Elle se leva et alla le rejoindre. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle. « Je n'ai jamais été doué pour ça, » dit-il. « Même avant, mon esprit ne sait pas comment s'éteindre. »« À quoi penses-tu » Il resta silencieux un instant. « Au cycle, » dit-il finalement. « À la façon dont les choses reviennent, à la façon dont on peut fuir son passé pendant 30 ans, et qu'il finira toujours par vous retrouver dans un relais de la nationale par une nuit pluvieuse. Tu regrettes d'être venu ici ? Non. » Il se tourna vers elle. « C'est la première fois depuis 10 ans que j'ai l'impression que quelque chose compte, que j'ai de l'importance, que peut-être je ne fais pas que prendre de la place en attendant de mourir. C'est une façon sombre de penser. C'est une façon honnête de penser. Quand on perd tout, on apprend que rien n'est permanent, rien n'est certain. Le mieux qu'on puisse faire, c'est attendre la fin et essayer de ne pas causer trop de dégâts en chemin. Et maintenant, je n'en suis plus si sûr. Maintenant, je me dis que peut-être qu'il y a une autre voie. Quelle voie? Je ne sais pas encore, mais je suis prêt à la découvrir. » Élise sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle retenait fermement depuis des années commença à se relâcher. « J'ai peur, » admit-elle, « de ce qui va arriver. Après son départ, j'ai passé toute ma vie à prendre soin d'elle. Je ne sais pas qui je suis sans ça. Peut-être que tu vas le découvrir, » dit Damien. « Peut-être que c'est le cadeau qu'elle te fait, la liberté de devenir celle que tu étais censée être.
Et si j'étais censé n'être rien? Alors, tu n'aurais pas couru après ma voiture sur 5 kilomètres sous la pluie. Tu ne m'aurais pas trouvé. Tu ne serais pas debout ici maintenant. Élise n'eut rien à répondre à cela. Ils restèrent silencieux, à regarder les lumières de la ville scintiller dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'un doux son provenant du lit les fasse se retourner tous les deux. Suzanne était réveillée. Ses yeux étaient clairs, plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des jours. Elle regarda Élise et Damien, debout ensemble près de la fenêtre, et elle sourit. « Venez ici, dit-elle, tous les deux. » Ils s'approchèrent de son chevet, un de chaque côté. Suzanne prit leurs mains dans les siennes. Sa prise était faible, mais sa voix était forte. « J'ai quelque chose à vous dire, » dit-elle. « À vous deux. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Maman, cette nuit dans la zone de conflit, dit Suzanne, quand tu m'as trouvé, quand tu m'as porté à travers l'obscurité, j'ai vu quelque chose. » Elle regarda Damien. « J'ai vu ton visage, mais j'ai aussi vu. J'ai vu de la lumière, autour de toi, venant de toi. J'ai cru que j'étais en train de mourir, que j'avais des hallucinations. Mais la lumière était réelle. Je sais qu'elle était réelle. » Le visage de Damien pâlit. « Tu n'es pas humain, dit Suzanne doucement. Ou pas seulement humain, je l'ai toujours su. J'attendais juste le bon moment pour le dire. » La pièce devint très silencieuse. Élise regarda Damien, le médaillon autour de son cou, la façon dont sa main tremblait légèrement dans la main de sa mère. « De quoi parle-t-elle » demanda Élise. Damien ne répondit pas. Il se contenta de fixer Suzanne avec une expression qu'Élise ne pouvait pas lire. « Dis-lui, » dit Suzanne. « Elle mérite de savoir. Elle a passé toute sa vie dans l'obscurité. Il est temps que la vérité éclate. » Le silence se prolongea, et puis Damien parla. « Ta mère a raison, dit-il. Je ne suis pas seulement humain, je suis. » Le mot sembla lui coûter quelque chose. Un roi dragon. Élise entendit les mots, mais ne pouvait pas les comprendre. Un roi dragon, comme dans les histoires, comme dans les légendes, comme quelque chose sorti d'un conte de fées. « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda-t-elle. « Ça veut dire que je porte en moi la lignée d'une race ancienne. Ça veut dire que j'ai des capacités que les humains normaux n'ont pas. Ça veut dire que le médaillon que je porte n'est pas qu'un bijou. C'est une clé, un symbole de pouvoir qui s'est transmis de génération en génération dans ma famille. » Élise regarda le médaillon. Les étranges symboles semblèrent soudain briller faiblement dans la pénombre. « Pourquoi tu n'as jamais rien dit à personne ?»« Parce que dans mon monde, dit Damien, la gentillesse est considérée comme une faiblesse. Aider les humains, se soucier d'eux, il s'est vu comme honteux. Un roi dragon est supposé être au-dessus de telles choses, au-dessus de l'émotion, au-dessus du lien. Mais tu l'as fait quand même. Oui, je l'ai fait quand même. » Suzanne serra leurs deux mains. « C'est pour ça que j'ai dû le retrouver, » dit-elle à Élise. « C'est pour ça que j'ai passé 30 ans à chercher. Parce que l'homme qui m'a sauvé n'était pas qu'un homme. C'était un roi dragon qui a défié sa propre nature pour aider une inconnue. Et j'avais besoin qu'il le sache. Qu'il sache vraiment. Que ça comptait. Que la gentillesse compte. Qu'il compte. » Les yeux de Damien se remplirent de nouveau de larmes. « Je pensais que je ne valais rien, » dit-il doucement. « Après la mort de ma femme et de ma fille, je pensais que j'étais un échec, un roi dragon qui n'avait même pas pu protéger sa propre famille. À quoi servait mon pouvoir? À quoi servait quoi que ce soit? »« Tu nous as sauvés, » dit Suzanne. « C'était bien, c'était tout. Ça ne me semble pas être tout. Parce que tu te mesures avec les mauvaises normes. Tu te mesures avec ce que tu n'as pas pu faire, pas avec ce que tu as fait. Mais voici la vérité que j'ai portée pendant 30 ans. » Elle tira leurs mains ensemble, les joignant au-dessus de son cœur. « Tu m'as donné ma fille. Tu lui as donné une chance d'exister. Et elle est magnifique. Elle est gentille, forte et courageuse. Elle est tout ce que j'ai jamais espéré, et plus encore. Et rien de tout ça n'existerait sans toi. » Élise sentit des larmes couler sur son visage. Elle regarda Damien,
et vit qu'il pleurait aussi. « Alors merci, dit Suzanne. Merci de m'avoir tout donné. Merci d'être qui tu es. Et merci d'être revenu vers nous, à la fin, pour que je puisse vous dire tout ça avant de partir. » Sa respiration ralentissait maintenant. Ses yeux se fermaient. « N'oubliez pas, murmura-t-elle. N'oubliez pas l'un l'autre. N'oubliez pas que la gentillesse compte. N'oubliez pas de vivre. Nous n'oublierons pas, promit Élise. Nous n'oublierons pas. Suzanne sourit une dernière fois. « Je vous aime tous les deux, dit-elle. Mais miracle. » Et puis, doucement, paisiblement, Suzanne Moreau mourut. Élise ne se souvenait pas de grand-chose des heures qui suivirent. Elle se souvenait de Damien la serrant dans ses bras pendant qu'elle sanglotait. Elle se souvenait des infirmières entrant et sortant. Elle se souvenait d'avoir signé des papiers, passé des coups de téléphone, et de toute la terrible bureaucratie de la mort. Mais surtout, elle se souvenait du vide, le vide immense, douloureux, qui remplissait l'espace où sa mère avait l'habitude d'être. Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard. C'était petit, intime, exactement comme Suzanne l'aurait voulu. Une poignée de ses anciens élèves sont venus, devenus adultes, avec leurs propres enfants, les voisins de son ancien studio mansardé, quelques amis du centre social où Suzanne faisait du bénévolat, et Damien. Il est resté aux côtés d'Élise durant toute cette épreuve, pendant la cérémonie, l'enterrement et le rassemblement qui a suivi. Il n'a pas beaucoup parlé, mais il n'avait pas besoin de le faire. Sa présence suffisait, quand ce fut fini, quand tout le monde fut rentré chez soi, et qu'Élise s'est retrouvée seule dans son appartement vide. Elle ne savait plus quoi faire. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait plus personne dont s'occuper. Son téléphone vibra. Un message de Damien. « Ça va ?» Elle fixa les mots pendant un long moment avant de répondre. « Non. »« Je peux passer ?» Elle pensa à dire non, à lui dire qu'elle avait besoin d'être seule, qu'elle avait besoin de digérer, qu'elle avait besoin de comprendre qui elle était maintenant, que toute son identité avait été anéantie. Mais la vérité, c'est qu'elle ne voulait pas être seule. Elle ne voulait pas affronter ce vide toute seule. « Oui, » répondit-elle. Il arriva 1 heure plus tard, portant des sacs de nourriture, et une boîte contenant les cahiers de sa mère, qu'il avait récupérés, Dieu sait comment. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Élise, en regardant la boîte. « Ta mère en avait parlé. Les histoires que tu écrivais. Elle a dit qu'ils étaient dans ton ancien appartement, dans un placard, quelque part. Comment tu les as eus ? J'ai des relations. » Élise ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait des dizaines de cahiers, leurs pages jaunies par le temps. Son écriture d'enfant la regardait, remplie d'histoires de dragons, de princesses et de royaumes magiques. Elle se mit à pleurer. Damien n'essaya pas de la réconforter avec des mots. Il se contenta de s'asseoir à côté d'elle sur le canapé et de la laisser pleurer, sa main reposant doucement sur son dos. Quand les larmes cessèrent finalement, il parla. « Ta mère m'a fait promettre autre chose. Charles, dit-il, avant de mourir, elle m'a fait promettre de te dire la vérité sur ce que je suis, toute la vérité. » Élise le regarda. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je t'ai dit que j'étais un roi dragon, mais je ne t'ai pas dit ce que cela signifiait vraiment. » Il se leva et se plaça au centre de la pièce. « Ça veut dire ça, dit-il. Et alors, sous ses yeux, il commença à se transformer. Son corps grandit, sa peau s'assombrit et se durcit en écailles. Son visage s'allongea, ses mains se transformèrent en griffes. Des ailes jaillirent de son dos, massives et membraneuses. Le feu scintillait dans ses yeux. En quelques secondes, l'homme nommé Damien Ashworth avait disparu. À sa place se tenait un dragon, un vrai dragon, remplissant son petit studio de sa présence impossible. Élise aurait dû être terrifiée, aurait dû crier, courir, faire quelque chose. Au lieu de cela, elle se contenta de fixer. « Voilà ce que je suis, » dit le dragon. Sa voix était plus grave maintenant, résonnante, mais toujours reconnaissable. « Voilà ce que ta mère a vu cette nuit-là, la lumière dont elle parlait. C'était ma transformation.
Je me suis transformé pour la transporter plus vite, pour voir dans l'obscurité, pour la protéger des dangers qui nous entouraient. Le dragon baissa son énorme tête jusqu'à ce qu'elle soit au niveau du visage d'Élise. Je l'ai cachée pendant la plus grande partie de ma vie, dans le monde des humains. Les dragons sont des mythes, des légendes. Nous ne sommes pas censés exister. Alors nous nous cachons, nous nous fondons dans la masse. Nous prétendons être quelque chose que nous ne sommes pas. Pourquoi tu me montres ça? Parce que ta mère me l'a demandé, parce qu'elle a dit que tu méritais de connaître la vérité, et parce que, il marqua une pause, parce que je ne veux plus me cacher, pas de toi. Lentement, le dragon commença à rétrécir. Les écailles se rétractèrent, les ailes se replièrent, en quelques instants. Damien se tenait à nouveau devant elle, entièrement humain. « Voilà qui je suis, » dit-il, un roi dragon qui a passé toute sa vie à faire semblant d'être ordinaire, un monstre qui a fait un jour quelque chose de gentil et qui fuit depuis. Élise se leva. « Tu n'es pas un monstre, » dit-elle. « Tu ne sais pas ça. Je sais que tu as sauvé la vie de ma mère. Je sais que tu es resté avec nous pendant 1 semaine, alors que tu n'étais pas obligé. Je sais que tu es là, maintenant, en train de me montrer quelque chose que tu n'as jamais montré à personne. » Elle fit un pas vers lui. « Ce ne sont pas les actions d'un monstre. Ce sont les actions de quelqu'un qui se soucie, donc quelqu'un qui, malgré tout, n'a pas perdu son humanité. » Damienne la regarda avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. De l'espoir, peut-être, ou de la peur, ou quelque chose entre les deux. « Ta mère a vu quelque chose en moi cette nuit-là, » dit-il. « Quelque chose que je ne voyais pas moi-même. Elle a vu un roi dragon qui a choisi la gentillesse plutôt que le pouvoir. Qui a choisi d'aider au lieu de détourner le regard. Elle avait raison. Peut-être. Mais je n'ai pas été à la hauteur. Pas avant maintenant. » Il leva la main et toucha le médaillon autour de son cou. « Il est dans ma famille depuis 500 ans, » dit-il, transmis de génération en génération. C'est un symbole de pouvoir, d'autorité, de tout ce qu'un roi dragon est censé être. Il le leva au-dessus de sa tête. « Je veux que tu l'aies. » Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. « Quoi? Non, je ne peux pas. Tu peux, et tu devrais. Ta mère le voulait. Elle m'a dit, dans un de ces moments de lucidité, qu'elle rêvait de te voir le porter, qu'elle y voyait ton destin. Ça n'a aucun sens. Rien de ce qui s'est passé la semaine dernière n'a eu de sens. Mais nous en sommes là quand même. » Il tendit le médaillon. Élise le regarda. L'or brillait dans la lumière de la lampe. Les symboles anciens semblaient pulser d'une signification cachée. « Qu'est-ce que ça voudrait dire ?» demanda-t-elle. « Si je le prenais. Ça voudrait dire que tu es sous ma protection, en permanence. Ça voudrait dire qu'aucun dragon, nulle part dans le monde, ne pourrait te faire du mal sans s'attirer ma colère. Ça voudrait dire... » Il marqua une pause. « Ça voudrait dire que tu fais partie de la famille. » Famille. Le mot la frappa comme un coup physique. Elle venait de perdre sa mère. Sa seule famille. Et maintenant, cet homme, ce roi dragon, lui offrait quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré trouver. Un endroit où appartenir. Élise tendit la main et prit le médaillon. Il était chaud dans ses mains. Plus chaud que du métal ne devrait l'être. Et en le tenant, elle sentit quelque chose changer à l'intérieur d'elle, une porte s'ouvrant, une connexion se formant. « C'est pour toujours, » dit Damien. « Une fois que tu l'auras mis, tu ne pourras plus l'enlever. Je sais. Tu es sûr ?» Élise le regarda. Cet homme qui avait sauvé sa mère il y a 30 ans, et qui était revenu pour la sauver maintenant, ce roi dragon qui avait caché sa gentillesse comme un secret honteux, cette âme brisée et endeuillée qui lui offrait tout ce qu'il lui restait. « Je suis sûre, » dit-elle, et elle mit le médaillon autour de son cou, au moment où la chaîne se posa contre sa peau. Élise sentit un flot de quelque chose, de pouvoir, peut-être, ou de conscience, ou juste la certitude qu'elle n'était plus seule. Damien sourit. C'était le premier sourire sincère qu'elle lui voyait. « Bienvenue dans la famille, » dit-il. Les mois qui suivirent furent une transformation. Damien présenta le monde à Élise progressivement, avec précaution,
le monde des rois dragons et des pouvoirs anciens, et des secrets qui avaient été cachés à l'humanité pendant des millénaires. C'était bouleversant au début. Il y avait tant de choses à apprendre, tant à comprendre, tant qui remettait en question tout ce qu'elle avait cru savoir de la réalité. Mais elle n'était pas seule. Damian était là à chaque étape, l'enseignant, la guidant, l'aidant à comprendre sa place dans ce nouveau monde. Et ça, en cours de route. Quelque chose d'autre s'est produit. Le deuil a commencé à s'apaiser, pas à disparaître, jamais disparaître, mais il s'est adouci sur les bords. C'est devenu quelque chose qu'elle pouvait porter, au lieu de quelque chose qui l'écrasait. Élise a recommencé à écrire. Au début, ce n'étaient que des entrées de journal, pour traiter son chagrin, sa confusion, son émerveillement face à tout ce qu'elle apprenait. Mais peu à peu, les histoires ont commencé à revenir. Des dragons et des princesses et des royaumes magiques, désormais nourris par la réalité qu'elle vivait. Damian l'encourageait. Il lisait tout ce qu'elle écrivait et lui disait que c'était bien, mieux que bien, important. « Votre mère avait raison, » dit-il un soir, en levant les yeux d'une pile de pages manuscrites. « Vous avez un don. Ce ne sont que des histoires. Les histoires comptent. Elles façonnent la façon dont les gens voient le monde. Elles donnent de l'espoir. Elles donnent un sens au chaos. » Il posa les pages et la regarda sérieusement. « Je veux vous aider à les publier, » dit-il. « Pas à cause de ce que je suis ou de ce que je peux faire, mais parce que le monde a besoin d'histoires comme celle-ci, des histoires sur la gentillesse, la connexion, et le pouvoir d'un petit acte pour tout changer. » Élise sentit son cœur gonfler. 1 an après la mort de Suzanne, Élise publia son premier livre. Il s'appelait « La promesse du dragon ». Une histoire sur une jeune femme qui découvre que l'étranger qui a sauvé la vie de sa mère était plus qu'un humain. Une histoire sur la perte, l'amour et les liens qui transcendent le temps et l'espace. Il est devenu un best-seller. Les gens s'y sont connectés d'une manière qu'Élise n'avait jamais imaginée. Ils lui ont écrit des lettres sur leur propre perte, leurs propres recherches, leurs propres moments de gentillesse inattendus. Ils lui ont dit que son histoire leur avait redonné la foi, que cela leur rappelait pourquoi la vie valait la peine d'être vécue, lors de la soirée de lancement du livre. Élise se tenait à un pupitre et regardait la foule, les lecteurs qui étaient venus la soutenir. Damian, debout, au fond, regardant avec une fierté silencieuse. Et elle pensa à sa mère, à une femme qui avait passé 30 ans à chercher un étranger, à une promesse faite dans une chambre d'hôpital, à un médaillon transmis de génération en génération, à la gentillesse et à la façon dont elle se propage dans le temps. Ma mère avait l'habitude de me raconter une histoire, commença Élise au microphone, à propos de la nuit de ma naissance, à propos d'un homme qui l'a trouvée dans une zone de conflit et l'a emmenée en sécurité, à propos du miracle de la survie face à des obstacles impossibles. Elle toucha le médaillon autour de son cou. Pendant 24 ans, j'ai cherché cet homme. Je pensais que si je pouvais le trouver, je pourrais donner la paix à ma mère. Je pensais que l'histoire se terminerait là. Elle sourit. J'avais tort. L'histoire ne s'est pas terminée. Elle s'est transformée. L'homme que j'ai trouvé est devenu de la famille. La perte que j'ai vécue est devenue le carburant de la création. Le deuil qui menaçait de me détruire est devenu le fondement de quelque chose de nouveau. Elle regarda directement Damian. Ma mère a dit quelque chose avant de mourir. Elle a dit « N'oubliez pas que la gentillesse compte. N'oubliez pas de vivre. » Des larmes se formaient dans ses yeux. Mais elle continua à parler. « Alors, je veux vous dire, à vous tous, que la gentillesse compte vraiment, que les petites choses que vous faites, les moments où vous choisissez d'aider au lieu de vous détourner, elles ont des conséquences que vous ne pouvez pas imaginer. Elles se propagent à travers les décennies. Elles créent des connexions qui défient la logique. Elles sauvent des vies d'une manière que vous ne saurez jamais. Soyez gentils quand même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde, même quand le monde vous dit que ça n'a pas d'importance. Parce que ça compte toujours. » Élise s'éloigna du pupitre sous un tonnerre d'applaudissements. Et alors qu'elle quittait la scène, alors que Damian la prenait dans ses bras et la serrait fort, elle savait avec une certitude absolue que sa mère était en paix, que la promesse avait été tenue,
que la gentillesse avait gagné. Plus tard dans la nuit, Élise se tenait sur le balcon de son nouvel appartement, regardant les lumières de la ville. Cela faisait 1 an qu'elle avait poursuivi la voiture d'un inconnu sous la pluie. 1 an que son monde avait été bouleversé. 1 an qu'elle avait tout perdu et gagné quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Damien la rejoignit, 2 tasses de café à la main. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, en lui tendant une tasse, au cycle, à la façon dont les choses reviennent. Elle se tourna vers lui. « Tu as sauvé ma mère il y a 30 ans. Cet acte de gentillesse m'a créé. Puis, des décennies plus tard, je t'ai trouvé. Et te trouver m'a sauvé, de toutes les manières possibles. » Il resta silencieux pendant un moment. « J'ai passé 10 ans à penser que j'étais inutile, » dit-il. « À penser que mon incapacité à sauver ma femme et ma fille signifiait qu'il ne me restait plus rien à offrir, que je ne faisais qu'occuper de la place, à attendre la fin. Et maintenant, je sais que sauver ta mère n'était pas une chose ponctuelle. C'était le début, la graine de quelque chose qui s'est transformé en ça. » Il fit un geste vers la ville, vers la vie qu'ils avaient construite, vers tout ce qui les entourait. « Je pensais que j'avais terminé, » dit-il. « Mais j'avais tort. Il y a toujours plus, toujours une autre chance, toujours une autre personne qui a besoin de ce que nous avons à donner. » Élise se pencha contre lui, sentant la chaleur de sa présence. « Ma mère avait raison, » dit-elle, « de ne pas abandonner, de l'importance de la gentillesse, du fait que tu avais autant besoin de moi que j'avais besoin de toi. C'était une femme sage. Elle l'était, et elle me manque tous les jours. Mais je sais aussi qu'elle serait heureuse. Elle nous regarderait, tout ce que nous sommes devenus. Et elle dirait, « Je le savais, je l'ai toujours su. » Damien passa son bras autour d'elle. « Tu te souviens de ce qu'elle a dit à la fin ?» demanda-t-il. « Ne vous oubliez pas. N'oubliez pas que la gentillesse compte. N'oubliez pas de vivre. Je me souviens. » Avons-nous oublié? Élise pensa à l'année qui s'était écoulée, le deuil et la croissance, la perte et l'amour, la transformation d'une serveuse affamée en un auteur publié, la découverte d'un monde dont elle ignorait l'existence. « Non, » dit-elle, « nous n'avons pas oublié. Nous ne faisons que commencer. » La ville scintillait en contrebas, pleine de millions de vies qui se croisaient d'une manière que personne ne pouvait prédire. Quelque part là-bas, quelqu'un faisait un choix, aider ou s'éloigner, être gentil ou être indifférent, et quelque part, peut-être dans des décennies, ce choix importerait. Il se propagerait dans le temps, créant des connexions qui défieraient la logique, sauvant des vies d'une manière que personne ne pourrait imaginer. C'est la vérité qu'Élise avait apprise. La gentillesse n'est jamais gaspillée. Elle voyage à travers le temps et l'espace. Elle retrouve son chemin vers vous quand vous vous y attendez le moins. Elle transforme des étrangers en famille, la perte en but, le deuil en gratitude. Sa mère le savait, l'avait vécu, était morte en y croyant. Et maintenant, Élise le portait en avant, pour Suzanne, pour Damien, pour la fille qu'elle aurait peut-être un jour. Qui écouterait l'histoire d'un roi dragon, d'une femme mourante, et d'un médaillon qui a tout changé? L'histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Et au bout du compte, c'était ça, le vrai miracle. Pas les transformations en dragon, ni les pouvoirs ancestraux, ni les médaillons qui brillaient d'une lumière cachée. Le vrai miracle était simple. C'était la gentillesse. C'était le lien. L'attention. C'était le choix, fait encore et encore, d'aider au lieu de s'éloigner, de détourner le regard. C'était la promesse que Suzanne avait extorquée à Damien. Dans une chambre d'hôpital, c'était le médaillon, qui brillait maintenant autour du cou d'Élise. C'était la vie, qui continue, qui se transforme, qui devient quelque chose de nouveau. Et tout a commencé avec une serveuse affamée, au relais de la nationale, qui a vu un médaillon au cou d'un étranger, et a décidé de le suivre sous la pluie battante, parce qu'elle aimait sa mère, parce que la gentillesse compte, parce que certaines promesses valent la peine d'être tenues, quoi qu'il en coûte. Fin.